Et salutations chers camarades et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue la lecture de L'État nous rend-il meilleur par Ruven Augien. On arrive aujourd'hui au troisième chapitre du livre. Après avoir vu la dernière fois les raisons de rejeter la liberté positive, on peut maintenant passer à la liberté négative et savoir vraiment c'est quoi précisément la liberté négative. En fait, tout le troisième chapitre, il va être consacré à ça, hein, c'est quoi vraiment la liberté négative. On a vu en fait la dernière fois qu'il ne s'agit pas d'absence de frustration de nos désirs, mais une absence d'interférence dans les possibilités. Mais là, on va voir en quoi ça consiste vraiment, être libre des interférences dans les possibilités. Augien est d'accord avec cette idée, hein, c'est celle que propose Berlin dans les deux conceptions de la liberté après révision. Cependant, être libre des interférences dans les possibilités peut tout dire et peut rien dire à la fois. Et c'est là qu'Augien ne va plus être très d'accord avec Berlin. Selon Berlin, s'il y a un maître bienveillant qui n'intervient pas dans nos vies alors qu'il pourrait le faire, bah notre liberté politique reste entière. Il semble que pour lui, la liberté politique est entravée que lorsqu'il y a une interférence, pas lorsqu'il y a la possibilité d'une interférence. En d'autres termes, Augien il écrit, la liberté politique n'est pas menacée dans un régime despotique, mais où le souverain n'intervient jamais effectivement dans la vie de ses sujets par négligence, charité, magnanimité ou parce qu'il a autre chose à faire. Et donc c'est là où les problèmes commencent. Le premier, c'est que la non-interférence selon Berlin exclut la possibilité de l'interférence. Être sous le régime d'un tyran, donc de quelqu'un qui a la possibilité d'intervenir dans ta vie, de réduire tes possibilités, n'est pas suffisant pour dire que ta liberté est entravée selon Berlin. Juste avoir la possibilité de l'entraver n'est pas suffisant pour dire que ta liberté est entravée. Conclusion, on peut être libre si le souverain despotique n'intervient pas, s'il n'y a pas d'interférence physique. Mais pour le coup, notre liberté semble dépendre de la volonté du maître. Il peut la retirer à tout moment, de façon arbitraire, par intérêt personnel ou par pur caprice. Et selon Augien, il est étrange de dire qu'on est libre dans une telle situation, et on va voir pourquoi. Le deuxième problème, c'est que la non-interférence comme liberté considère que toute interférence porte atteinte à notre liberté. Or ça aussi, on va le voir, c'est pas si évident que ça. Il y a des interférences qui ne menacent pas notre liberté, donc si la critique d'Augien est vraie sur ces deux points, hein, pas toutes les interférences sont des entraves à la liberté, et la possibilité d'interférence peut être tout autant une interférence au même titre qu'une interférence concrète, la position de Berlin tombe un peu dans l'eau si jamais on considère que ces deux points sont vrais. Maintenant, on va voir ça un peu dans le détail en revenant sur un argument qu'on a déjà évoqué dans l'introduction, l'argument du maître paresseux par Philippe Petit dans son livre Républicanisme. Alors, ce que cet argument cherche à démontrer, c'est que ceux qui limitent l'entrave à la liberté à l'interférence physique semblent ignorer une idée très intuitive. Cette idée, c'est qu'il y a des dominations sans interférence et il y a des interférences sans domination. Et ces dominations sans interférence constituent tout autant des entraves à la liberté que des dominations avec interférence. Pour Augien, c'est pas tant l'interférence qui pose problème, mais cette notion de domination. C'est sur ça que tout va se jouer, sur la notion de domination. Ce qui fait qu'une interférence nous coûte notre liberté, c'est si elle est reliée ou pas à une domination. Et ici, Berlin, il va se retrouver à faire un choix entre deux options pour maintenir sa liberté négative comme absence d'interférence au lieu d'absence de domination. À moins qu'il aille dire que domination sans interférence n'est pas une domination, ou alors il y a des dominations qui ne sont pas des entraves à la liberté dans le sens négatif, mais ça va être une contradiction. Il n'y a que des libertés positives, en fait, qui peuvent justifier qu'une domination n'est pas une réduction de la liberté. Et on a déjà vu les raisons de rejeter la liberté positive et que c'était tout simplement faux. Et en plus, Berlin défend une liberté négative. Du coup, il peut pas choisir la deuxième option. Et d'ailleurs non, les interférences sans domination, c'est pas une liberté positive non plus, et on verra pourquoi par la suite. Donc la seule option qui lui resterait, c'est d'affirmer que la domination sans interférence n'est pas une domination, mais ça c'est quand même absurde. Le simple fait de dépendre d'un maître, même s'il est bienveillant ou paresseux ou négligent, ça va limiter nos possibilités, parce qu'on va toujours être libre seulement pour l'instant. Si on réclame quelque chose ou s'il change d'humeur ou d'avis sur certaines choses, on va être un peu dans la merde. On est toujours dans une situation de vulnérabilité face à lui, on est toujours servile même s'il ne donne pas d'ordre. On doit toujours baisser les yeux devant lui et on va toujours craindre ses réactions. Bref, on va dépendre de son humeur.
C'est un peu comme Perceval dans Camelot qui veut savoir avec qui Arthur, donc le roi, avec qui il a dormi la veille, avec sa maîtresse ou sa reine, parce que Perceval a fait une connerie et il essaie de savoir l'humeur du roi qui dépend d'avec qui il a couché pour lui en parler justement. Et donc là, clairement, Perceval est dominé par le roi, même si Arthur est un bon roi et il aime Perceval. Donc, citation, oui, il y a des maîtres qui n'interviennent pas dans la vie de leurs subordonnés par paresse, négligence, charité ou bienveillance, ils restent cependant les maîtres, et on ne peut pas dire que leurs subordonnés sont libres. Ce sont des cas de domination sans interférence. Et on a dit aussi qu'il y a des cas d'interférence sans domination. Et Eugène, il donne l'exemple suivant. Lorsqu'une loi juste qui tient compte des intérêts profonds de tous s'impose, il s'agit certainement d'une interférence dans la vie des gens, mais on ne peut pas dire qu'elle porte atteinte à leur liberté. Ce n'est pas une forme de domination. Alors bien sûr, il faut préciser c'est quoi une loi juste, ce n'est pas de la liberté positive. Juste parce qu'en fait, juste n'implique pas forcément que la loi est morale ou qu'elle est conforme à un ordre d'excellence ou une connerie du genre, et on aura l'occasion de revenir dessus. Juste voilà, gardez ça un peu dans un coin de votre tête. Bref, comme j'ai dit, là où tout va se jouer, ce n'est pas s'il y a eu interférence ou pas, mais plutôt s'il y a eu domination. C'est là où Eugène il va rejoindre Philippe Petit. La liberté politique, c'est surtout la liberté comme non-domination en fait. Et donc ça veut dire quoi? Principalement la liberté politique, nous dit Eugène, elle est supposée nous mettre à l'abri non seulement des contraintes effectives que les maîtres imposent à ceux qu'ils dominent, mais aussi du pouvoir qu'ils ont de les imposer même lorsqu'ils ne le font pas. Donc voilà en fait, ce qu'il faut pour être libre au sens politique, c'est ne pas avoir de maître tout court, que personne n'a le pouvoir de t'imposer quoi que ce soit selon sa propre volonté à lui. Il s'agit en fait d'écarter avec l'interférence la possibilité de l'interférence et de laisser uniquement des interférences qui n'impliquent pas de maître. Donc ce qu'elle vise, la liberté politique, selon Eugène dans le sens négatif, ce n'est pas uniquement l'exclusion de la servitude effective, mais aussi la servitude potentielle. Si je suis dans un rapport de force inégal avec quelqu'un, même si cette personne n'a pas fait de moi officiellement son serviteur, le fait qu'il en est capable, le fait qu'il a le pouvoir de m'asservir, fait que cette personne me domine. Cette personne peut par exemple avoir un tel pouvoir à travers des inégalités économiques. Si je me trouve dans une situation où je dépends économiquement d'une personne, même si elle ne m'a jamais donné d'ordre, rien ne l'en empêche en fait. Je suis un peu à sa merci. Et ainsi la liberté politique doit être contestataire. Il faut que le pouvoir de contester la domination me soit toujours garanti. Donc la liberté politique ne peut exister que dans des démocraties pluralistes et contestataires. Mais comment est-ce que cette liberté s'articule-t-elle exactement? Il faut que les interférences tolérées ont une source qui ne menace pas nos droits. Si une interférence vient d'un pouvoir qui peut violer un de mes droits, alors cette interférence vient d'un maître, d'une domination, même si elle n'a pas touché à mes droits. C'est seulement si la source peut toucher à mes droits, si elle le désire, si elle le veut, c'est seulement là qu'on peut parler de domination. C'est pour ça en fait qu'Eugène dit que la liberté politique va avoir besoin d'un état de droit. La liberté politique ne peut posséder la robustesse nécessaire que dans le contexte d'un état de droit offrant des possibilités institutionnelles de contestation et d'alternance et d'un régime démocratique qui vise à neutraliser les déséquilibres de pouvoir entre les gouvernants et les gouvernés et entre les gouvernés eux-mêmes. Dans la mesure où elle présuppose cet ensemble de protection, la liberté politique possède une dimension collective et institutionnelle. Voilà donc, c'est clair, l'état de droit, pour garantir en fait la démocratie pluraliste et contestataire, doit offrir des possibilités institutionnelles de contestation et d'alternance d'un côté, et neutraliser les inégalités de pouvoir entre gouvernants et gouvernés, et entre les gouvernés d'un autre. En gros, en fait, je dois toujours avoir les ressources et les moyens de contester et de changer les choses si mes droits sont menacés. Si je sens qu'il y a un rapport de force déséquilibré, soit en fait économique ou social, et quand en fait ce rapport il s'installe entre moi et les autres personnes que moi, c'est-à-dire entre gouvernés, ou quand il s'installe entre moi et ceux qui me gouvernent. Donc même ceux qui gouvernent doivent être vulnérables à ma contestation, sinon ils deviennent des maîtres. Ils ont le pouvoir d'aller outre les limites que mes droits leur imposent, et en fait c'est ça qu'on peut comprendre comme domination. Mais là encore, il y a des choses à éclairer, en fait sur la notion de domination et non-domination, et là Eugène propose de la comprendre d'abord dans le sens weberien. Donc c'est quoi la théorie de la domination chez Max Weber?
Donc, Augien, il va se baser sur la domination de Weber, telle qu'il la présente dans son texte Les catégories de la sociologie, qui est le premier tome d'économie et société. Le deuxième tome, c'est l'organisation et les puissances des sociétés en rapport avec l'économie. Mais c'est dans le premier tome qu'il y a la théorie de la domination. Mais avant de rentrer dans la théorie de Weber, il faut signaler que le terme de domination est un terme qui n'est pas évident à comprendre parce que, étonnamment, selon Augien, bien qu'il y ait énormément de types de domination, c'est pas un sujet très étudié selon lui. Ce qui veut dire, c'est que, contrairement à l'abondance des types de domination, il y a très peu de théories de la domination. Parmi les types de domination, on peut parler de domination masculine à travers des privilèges économiques et sociaux, des privilèges des hommes blancs, riches, hétérosexuels. On peut parler aussi de domination culturelle, comme par exemple la diffusion massive de la langue anglaise dans le monde. On peut parler aussi du fait de mettre sous tutelle politique et militaire certaines minorités. Augien donne l'exemple de la domination de Pékin au Tibet. Depuis les années 50, la Chine a promis de faire du Tibet un paradis socialiste, et en échange, en échange de l'utilisation des mines d'or, d'argent et d'uranium qu'il y a au Tibet. Sauf que, comme vous pouvez vous en douter avec ce genre de promesses, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que la Chine a obtenu ce qu'elle voulait avec la coopération des Tibétains, elle les a militairement assiégés et encerclés. Ce qui fait en fait que la Chine a colonisé le Tibet, quoi. C'est l'exemple qu'Augien donne parce que c'était d'actualité en 2011. Il se base sur un article dans Le Monde qui s'appelle « La domination de Pékin au Tibet est intenable », si vous voulez le lire. Mais aujourd'hui, on peut parler de Gaza, quoi. Niveau domination dans ce genre, il n'y a pas plus explicite, quoi. Et Augien rajoute aussi, parmi les types de domination, les dominations sexuelles, mais dans le contexte de jeux sexuels ici. Il parle des sadomasochistes, les dominateurs ou dominatrices, les soumis et les soumises. Alors, il ne dit pas que ça, c'est une domination au même titre que les autres, mais pour dire que la notion de domination, c'est une notion qui est très très vague et qui peut avoir plusieurs types et qui sont tellement différents qu'on ne peut pas en fait les mettre dans la même catégorie en fait. On utilise le terme pour un certain nombre de situations et de pratiques très différentes qui n'ont presque rien à voir les unes avec les autres. C'est-à-dire que dans le contexte du sadomasochisme, une domination qui est en fait un jeu sexuel consenti entre deux adultes consentants et tout ça, c'est pas comme on a dit tout à l'heure, genre la Chine qui colonise le Tibet ou comme la domination en fait culturelle ou la domination masculine à travers des privilèges économiques et sociaux, quoi. Donc voilà, en fait ce qu'il dit, c'est que le terme domination, il est très très vague et il recouvre plein de pratiques qui n'ont quasiment rien à voir les unes avec les autres, quoi. Et il note aussi dans une note de bas de page que quand on tape domination sur Google, c'est en fait ce genre de domination-là qui va apparaître en premier. Tu tapes domination et ça va t'envoyer à des annonces de dominatrices sexuelles plutôt qu'à des théories de la domination. Je ne sais pas si c'est vrai en 2013, parce qu'Augien il a écrit le livre en 2013, voilà. J'ai essayé en fait, mais justement en fait quand tu tapes domination sur Google aujourd'hui, en fait tu as juste des définitions de la domination sur Google et la page Wikipédia sur la notion de la domination. Par contre, dans images, vous allez surtout trouver des femmes d'hommes qui se font sexuellement dominer par les femmes. Vous trouverez parfois aussi un livre de théorie, par-ci par-là, genre Weber sur la domination, ou bien un livre genre la domination raciale et tout ça, mais ça va être surtout des photos de femmes dominatrices, quoi. Donc déjà même Google reconnaît en fait que la domination comme théorie, ça lui dit pas grand chose, et le fait qu'il n'y a pas beaucoup de théories de la domination, c'est aussi un handicap pour en parler. Donc déjà Augien il fait remarquer que, aussi dans une note de bas de page, que pour un livre comme en fait, il parle d'un livre qui s'appelle A General Theory of Domination and Justice par Frank Levet, et il dit que pour un livre pareil aussi, qui est censé donner une théorie générale de la domination, Levet ne se base que sur 3 théoriciens. Ça c'est Augien qui le dit, il dit que Levet en fait ne cite que les analyses de 3 théoriciens, ceux de Max Weber, Iris Marion Young et Philippe Petit, mais Levet en cite beaucoup d'autres. Mais c'est vrai que c'est surtout ces 3 théoriciens-là, les théories weberiennes de Young et le républicanisme, ils se basent surtout sur ces 3-là. Plusieurs autres comme Foucault, Marx et même Bourdieu sont mentionnés dans le livre de Levet, mais déjà pour Foucault et Marx, il dit qu'ils parlent de plein de notions en rapport avec la domination, genre le pouvoir, l'aliénation, l'exploitation, mais rarement de la domination en elle-même. Et pareil avec Bourdieu, c'est plus des notions de violence symbolique que de domination dont il s'agit, malgré son livre La domination masculine, dont on reparlera un peu plus tard.
Donc bref, en fait, si tu vas donner la théorie générale d'un truc, bah, la moindre des choses, c'est de passer en revue toutes les théories qu'il y a avant de proposer la tienne. Et si tu donnes que 3 théories, c'est soit en fait t'as pas bien bossé, soit effectivement le truc en question n'est pas si bien étudié. Lovett le dit d'ailleurs hein, dans l'introduction, qu'une partie de l'introduction en fait c'est déjà pourquoi proposer une théorie générale de la domination, et sa réponse c'est bah, parce que déjà personne ne l'a fait. Et il ajoute que même ceux qui ont essayé, ils n'ont pas proposé de théorie bien définie et claire. Dans le cas de Iris Marion Young, par exemple dans son livre Justice and the Politics of Difference, elle définit la domination comme le manque de démocratie, c'est-à-dire qu'il y a domination quand il n'y a pas d'institutions qui me permettent de déterminer mes propres actions. Sauf que selon Lovett, c'est très vague, parce qu'on définit la domination, donc une notion qui est déjà très controversée, par une autre notion très controversée qui est la démocratie. Donc tout ça pour dire en fait que c'est très compliqué de parler de la domination, mais Augien va quand même le faire, et ce en partant de la définition d'abord de Weber. Weber, il commence ainsi. Il fait une opposition entre puissance et domination. Ah, et ça, il en parle au paragraphe 16 du premier chapitre de son bouquin. Et donc, Augien écrit en citant Weber, « Selon Weber, puissance signifie la chance de faire triompher au sein d'une relation sociale sa propre volonté, même contre des résistances, peu importe sur quoi repose cette chance. Et domination signifie la chance de trouver des personnes déterminables prêtes à obéir à un ordre de contenu déterminé. » Donc, la puissance, déjà, c'est juste faire triompher ma propre volonté, ce qui est différent de la domination. Faire triompher ma volonté sur quelqu'un d'autre peut se faire sans que je domine cette personne. Dans un combat de boxe, par exemple, où les deux combattants sont prêts à se battre et sont à peu près à force égale, ce qui va faire en fait le résultat du match, c'est seulement la puissance de chacun. Le perdant dans un match équitable où son adversaire était de force plus ou moins égale n'est pas dominé par le gagnant. Le perdant, en fait, il s'est débattu. Il a aussi en fait mis sa puissance au service du triomphe de sa volonté. Il a mis toutes les ressources à sa disposition pour faire triompher sa volonté. Il n'était pas docile face à son adversaire, même si au final il a perdu, donc il n'était pas dominé. Même si on est en fait aussi dans un match où il y a un écart énorme entre les capacités et les performances, et où on peut même tricher, hein, faire tout ce qui est nécessaire pour résister ou pour gagner, même si probablement c'est perdu d'avance, ne fait pas de toi un dominé. La puissance, en fait, c'est ça, c'est exercer sa puissance, veut dire faire triompher sa volonté par n'importe quel moyen. Et donc, pour le dire encore autrement, toujours avec une citation de Weber, le concept de puissance est sociologiquement amorphe. Toutes les qualités concevables d'un homme et toutes les constellations possibles peuvent mettre un individu dans la nécessité de faire triompher sa volonté dans une situation donnée. C'est pourquoi le concept sociologique de domination exige d'être précisé davantage. Il ne peut que signifier la chance pour un ordre de rencontrer une docilité. Voilà en fait la domination, c'est, contrairement à la puissance, c'est qu'on va rencontrer une docilité. Quelqu'un qui ne va pas essayer de se défendre ou de faire triompher sa volonté. Quelqu'un qui renonce à faire triompher sa volonté, c'est quelqu'un qui est dominé, qui est docile. On ne va pas aussi entrer dans le concept de chance ici, parce que c'est pas si pertinent que ça pour notre propos. Par contre, le terme d'ordre, il faut s'arrêter un peu dessus, parce que la domination est distincte de la puissance par deux aspects plutôt, liés à ce terme d'ordre. Le premier est formel et objectif, la domination s'exprime par des ordres. Le second est psychologique ou subjectif. Le critère d'identification ultime de la domination, c'est que l'ordre est accepté avec docilité. L'ordre, en fait, c'est un rapport de force, une structure, si tu veux. C'est ça son côté objectif. On peut regarder une relation ou la position d'un individu dans une certaine structure et conclure que cette personne est sous une domination. Et cette structure, elle peut avoir plusieurs formes, bien sûr. Hein. Il ne s'agit pas seulement d'une administration bureaucratique, hiérarchisée, même si c'est souvent ça, en fait, qui peut venir dans la tête des gens quand ils pensent à un ordre. Weber donne l'exemple d'un père de famille. Il peut exercer une domination sur sa femme ou ses enfants sans passer par une administration. Un individu aussi peut exercer une domination sur un autre ou sur un groupe sans le secours d'une direction administrative. C'est le cas aussi pour un autre exemple de Weber, un chef bédouin qui prélève les tribus sur tout ce qui passe devant sa forteresse. Donc il faut qu'il y ait un ordre objectif et formel qu'on peut mesurer et observer, mais aussi pour qu'il y ait domination, il faut que l'ordre soit accepté par le dominé.
S'il n'est pas accepté, alors on est dans une résistance, et donc on est dans de la puissance, pas dans de la domination. La puissance, en fait, n'a pas besoin d'un ordre pour s'exercer. Elle peut se manifester indépendamment des structures, mais ce qui va vraiment la distinguer de la domination, c'est qu'elle ne s'exerce que sur ce qui résiste, ou sur ce qui n'est pas encore docile, c'est-à-dire sur ce qui n'accepte pas automatiquement, en fait, sa soumission. Mais là, il faut que la théorie de la domination, pour qu'elle ait la moindre pertinence, en fait, il faut qu'elle nous dise pourquoi un ordre serait docilement suivi, pourquoi il serait automatiquement accepté. En d'autres termes, ici, on rentre dans la question de la légitimité. Qu'est-ce qui donne à un ordre sa légitimité? Et selon Weber, toujours, il y a 3 sources pour qu'un ordre soit reconnu comme valide et docilement suivi. Ces 3 sources sont la tradition, on obéit à l'ordre parce que on a toujours fait comme ça. Une croyance en la rationalité de l'ordre, on obéit parce qu'on croit que l'ordre est rationnel, légal et impartial. Et finalement, il y a une croyance d'ordre affectif. On obéit à l'ordre parce qu'il vient de quelqu'un de charismatique. Ces 3 sources sont la base de la domination, pas de la puissance, attention. Ici, le triomphe de la volonté du dominant ne se fait pas par l'usage de la force contre des personnes qui, eux aussi, utilisent la force utilisent la puissance pour faire triompher leur volonté à eux. Le dominant, en fait, domine simplement par une adhésion mentale à l'ordre qui assure sa domination. En gros, en fait, on suit docilement l'ordre parce qu'on est dans un certain état psychologique qui fait qu'on voit systématiquement sa légitimité. Ça n'a rien à voir avec notre puissance ici. On peut être très très fort, plus puissant que le dominant, mais on suit docilement sa volonté, bien qu'on peut lui casser la gueule, en fait. Donc, ce qui distingue une relation de puissance d'une relation de domination, c'est que dans la seconde, on se soumet, pas par faiblesse, mais par une sorte d'adhésion mentale, la croyance des dominés dans la légitimité de la domination. Mais Ogien trouve que cette définition de la domination, que c'est les croyances en fait des dominés dans la légitimité, il croit en fait en la légitimité de la domination, cette théorie a plusieurs inconvénients. Selon Ogien, il y a de nombreuses relations qu'on considère comme domination et qui ne sont pas comptabilisées en fait dans la théorie de Weber. Si on suit Weber, alors l'esclavage, l'occupation militaire, la tyrannie politique, être sous tutelle économique ou culturelle, bref, à part les jeux de sadomasochisme, tous les types de domination qu'on a évoqués tout à l'heure ne sont pas des dominations. Pourquoi? Parce que c'est des dominations où le dominé ne croit pas en la légitimité de la domination qu'il subit. Dans un jeu BDSM, puisque les deux parties consentent à être dominés et dominants, qu'ils acceptent en fait la légitimité de cet ordre durant l'acte sexuel, selon Weber, c'est la seule domination qu'on a en fait à donner. C'est la seule domination parmi tout ce qu'on a listé en fait. Weber va devoir dire que l'esclave, puisqu'il ne fait que subir une puissance, n'est pas dominé. S'il n'est pas en fait docile, il n'est pas en fait docile parce qu'il a psychologiquement reconnu la légitimité de son maître. S'il est docile, c'est juste pour l'instant, parce qu'il veut éviter le coup de fouet. Être docile parce qu'on veut éviter une souffrance, c'est pas comme être docile parce qu'on a reconnu la légitimité du dominant. Donc si un individu est docile, ça ne veut pas dire qu'il reconnaît la légitimité de la domination. Donc non, la domination ne se limite pas à une adhésion docile ou la reconnaissance par les dominés, parce que ça va nous conduire à dire que les esclaves ne sont pas des dominés, que l'occupation militaire ou les camps de concentration nazis ou sionistes, parce que Gaza c'est un camp de concentration, que les génocides ne sont pas des formes de domination, ce qui est absurde. Les seuls en fait qui vont dire que la domination est légitime par adhésion psychologique, c'est les dominants. C'est eux en fait qui acceptent docilement la domination, ce n'est pas les dominés, c'est les esclavagistes, c'est les nazis, c'est les sionistes qui adhèrent à l'ordre. C'est pas les esclaves, c'est pas les juifs et c'est pas les palestiniens. Un autre inconvénient que j'y signale, c'est le caractère descriptif de l'analyse de Weber. Weber ne donne aucun élément évaluatif à sa définition de la domination. Elle est moralement neutre, c'est-à-dire en fait qu'il ne nous dit pas si c'est bien ou pas que les dominés consentent à leur domination. C'est dû en fait, c'est du consentement en fait à ce niveau. Alors on peut utiliser des termes comme pouvoir, autorité ou même coercion dans un point de vue moralement neutre, mais domination, pas sûr. Pas sûr qu'on peut en fait en parler de manière neutre. Comme on a dit en fait tout à l'heure, il y a des interférences sans qu'il y ait des dominations, et ça nous semble beaucoup plus juste en fait. Avoir une autorité sur quelqu'un ou du pouvoir peut être analysé sans rapport moral à la question. Mais si le pouvoir en question vient d'une domination, là c'est pas pareil. Avoir un pouvoir sans dominer quelqu'un, c'est pas comme avoir du pouvoir en le dominant.
Un pouvoir démocratique, une autorité parentale, les limites contraignantes qu'on peut imposer à certains ennemis de la liberté, tout ça, c'est du pouvoir, c'est de l'autorité et de la coercion, sans pour autant être des formes de domination. Ils peuvent être mauvaises et injustes, mais aussi bonnes et justes. Et ça va être quoi le critère de distinguer les bonnes des mauvaises? Ben justement, ça va être la domination. Ça veut dire quoi exactement? Ben, ça veut dire ceci. À partir du moment où les positions de pouvoir sont provisoires comme celles des parents sur les enfants, dans la mesure où elles ne sont pas irréversibles, c'est-à-dire qu'elles peuvent être contestées, échangées et pour autant, enfin, qu'il n'en ait fait aucun abus, comme dans une démocratie libérale effective, elles peuvent échapper à la critique morale. Il semble qu'on aurait plus de mal à affirmer qu'une relation de domination est bonne ou juste. Ce serait comme une contradiction dans les termes. Donc, le pouvoir démocratique, comme il peut être contesté, comme il est réversible, comme il peut être échangé, parce qu'il est notamment provisoire et équitablement distribué pour éviter toute forme d'abus, pareil pour le pouvoir des parents sur leurs enfants, ben, tout ça fait que les relations de pouvoir en question ne sont pas des dominations. Donc on peut parler de manière neutre de ces relations de pouvoir. On peut les mettre sous une critique morale pour déterminer si elles sont justes ou mauvaises, si le pouvoir exercé est moral, légitime ou pas. Mais dans le cas de la domination, bah, ça va être compliqué puisque la domination retire toute garantie contre les abus de pouvoir. Le pouvoir ne devient plus provisoire sous la domination. Il ne peut plus être contesté et il peut être abusé. Donc c'est impossible de justifier une domination, donc elle ne peut jamais être analysée de manière moralement neutre. Seules les notions qui peuvent être morales ou immorales selon leur usage ou leur contexte, peuvent être analysées de manière purement descriptive. Si on parle d'une notion qui ne peut pas être justifiée moralement comme la domination, ben là on ne peut pas en parler comme le fait Weber, avec une neutralité axiologique. C'est pour ça en fait qu'Augien tenait à parler de la définition de Weber, c'est pour arriver à cette conclusion. On ne peut pas parler de façon neutre de la domination. Même si Weber a amené des contributions à cette notion et à notre compréhension des relations de subordination sociale, certes savoir que la subordination ne serait pas uniquement par contrainte physique ou par la peur, mais aussi par une adhésion psychologique, ça aide à mieux comprendre la domination. On peut dire aussi qu'il a le droit de théoriser comme il veut, hein, Weber. Il peut dire qu'il s'en fout de comment le sens commun comprend le terme domination. Il peut dire qu'il veut étudier le phénomène loin des usages évaluatifs du concept et le limité seulement à l'adhésion des soumis, au lieu d'inclure aussi en fait les tentatives d'assujettissement auxquelles on résiste. Le gars est libre, hein, mais comme dit Augien, c'est peut-être à cause de ça qu'on n'a pas de théorie générale de la domination, parce qu'on veut l'étudier loin de son contenu évaluatif. C'est peut-être aussi parce que sa définition théorique principale s'éloigne trop de ses usages courants que le concept de domination est resté dans cet état de friche philosophique, alors que les concepts voisins de pouvoir, autorité et coercion ont chacun reçu des traitements systématiques dignes d'attention. Alors, avant de continuer, il est aussi intéressant de revenir sur une autre contribution de Weber dans la compréhension de la domination. Et c'est une réponse à la question qui a toujours été une énigme. Comment un petit groupe de personnes peut-il avoir le pouvoir de dominer une multitude? Pourquoi les dominés acceptent-ils la domination ou comment le petit nombre peut-il exercer une telle contrainte sur le grand nombre? Donc l'analyse de Weber permet effectivement de donner une réponse à cette énigme de la domination. Si le petit groupe de dominants domine une multitude, c'est parce que la multitude reconnaît la légitimité du petit groupe pour les dominer. Ça se base sur une croyance en une légitimité de la domination. Mais pourquoi les dominés auraient cette croyance? Un groupe plus grand et plus puissant que celui qui le domine doit forcément avoir des raisons de croire en la légitimité du petit groupe des dominants. Hein, les gens ne peuvent pas être cons, quoi. Pour Weber, c'est forcément que la croyance n'est pas absurde, mais doit répondre à des intérêts profonds des dominés. Sinon, pourquoi est-ce qu'ils accepteraient? C'est là en fait qu'interviennent les trois sources, hein, tradition, charisme et rationalité. Ils y croient parce que c'est la tradition, parce que le charisme du petit groupe leur suffit à éprouver des émotions qui font qu'ils ont entièrement confiance dans le jugement des dominants, ou tout simplement ils y voient une rationalité, une légalité, une impartialité, et surtout ils croient en les compétences des dominants. Et ainsi tu as trois sources qui, même si elles sont différentes et qui correspondent chacune à une modalité de la conviction, hein, une source évoque l'éthos des dominés, une autre le pathos, et la dernière on peut dire le logos. Les trois en fait sont suffisamment convaincants. Quoi qu'il en soit, dans les trois cas, tradition, charisme, rationalité, elle ne contredit pas les intérêts des agents, qui ne sont donc pas aliénés ou manipulés.
Et ça va être ça, en fait, la conclusion de Weber et sa contribution ici. Comme l'ordre de domination ne contredit pas les intérêts des agents, sinon les agents ne l'accepteraient pas, les agents, en fait, c'est les dominés, ben, on ne peut pas dire que les agents sont aliénés ou manipulés. Mais comme on a vu, cette réponse a beaucoup de problèmes. Elle prend une domination comme forcément correspondante aux intérêts des dominés. Et donc je vous laisse un peu imaginer les catastrophes que ça peut justifier. Si on manifeste un rejet de l'ordre dominant, on agit contre nos intérêts. Du coup, c'est une invitation à plus de répression de la part des dominants. Il n'y a plus en fait qu'à accuser les militants et les révolutionnaires de tendre la perche, quoi. Du coup, même si Weber a raison, il n'a raison que dans certains cas. Il peut y avoir des cas où c'est comme ça, mais on ne peut pas répondre en fait de cette manière à la question pourquoi un petit nombre domine un grand nombre. Et en plus, on a vu qu'on peut être dominé sans reconnaître la légitimité de l'ordre, et que c'est plus souvent ce genre de domination qu'on voit plutôt que celui où la légitimité est reconnue. Il y a donc d'autres réponses proposées à cette énigme. Augien, ici, il mentionne Béatrice Hibou dans son livre « L'anatomie de la domination politique ». D'ailleurs, si vous êtes en Tunisie, elle a écrit un livre sur la soi-disant dictature douce sous le régime de Ben Ali qui s'appelle « La force de l'obéissance ». Donc voilà, lisez-le, c'est très intéressant et vous pouvez d'ailleurs faire des parallèles entre la période de Ben Ali et la période actuelle de Sayed. Bref, Augien donne deux réponses à l'énigme du livre de Hibou, l'anatomie de la domination politique. La première, c'est la complicité matérielle et idéologique d'une partie importante des dominés avec les dominants. On peut penser à la société allemande sous le nazisme. Donc, en fait, dans le livre de Hibou, en fait, elle parle aussi de la Tunisie, avec l'utilisation de la philosophie politique de Carl Schmitt, qui est un des politologues les plus connus du XXe siècle et aussi, en fait, un membre du parti nazi. Selon Carl Schmitt, en fait, toute la politique, c'est faire une distinction entre l'ami et l'ennemi. Il faut, en fait, pour éviter que ton peuple s'entre-déchire, que tu lui donnes un ennemi commun. Et comme ça, en fait, le dominant et le dominé, ils vont entrer en complicité, en fait. Les deux sont unis contre cet ennemi fantôme du dehors, les juifs chez les nazis. Donc, tu maintiens la domination des dominés parce qu'ils croient que tu es ce qui les protège de cet ennemi. Ben Ali, selon Hibou, a fait pareil depuis 88 avec le pacte national. Il a fait une distinction entre l'ennemi et l'ami, et maintenant, toute opposition à son pouvoir est directement qualifiée de trahison parce que tu collabores avec l'ennemi, en fait. En gros, on te fait croire à des théories du complot, à des histoires de grands remplacements, etc. Et comme ça, toi et le dominant, vous entrez dans une complicité pour maintenir l'ordre dominant. Et bien évidemment, l'autre raison pour laquelle le petit groupe domine le grand groupe, c'est bien sûr la violence, quoi. La peur d'être victime de la violence d'État, qui peut être sans limite, parfois où il n'existe pas d'État de droit, soumis lui-même à des lois, où partout il n'est qu'une fiction. Donc là aussi, ça paraît assez évident. Lorsque la violence peut être sans limite parce qu'on n'est pas dans un état de droit, je vous laisse deviner si votre état est un état de droit ou pas. Si vous êtes sous la domination, ce n'est pas en fait non plus parce que vous y voyez la moindre légitimité, mais parce que vraiment il y a une violence qui s'exerce sur vous. Finalement, il y a aussi des théories de la domination, comme chez Bourdieu, qui passe aussi par la violence, mais une violence symbolique. Il existe une forme de violence dite symbolique qui s'exprime entre autres dans le mépris social des dominants, lequel n'est qu'une manifestation au niveau individuel de l'existence de structures sociales écrasantes, hiérarchiques et impersonnelles. Donc en gros, en fait, cette violence se fait parce que les dominants ont ce que Bourdieu appelle le capital culturel légitime. Ils exercent une domination par la culture. Comme lorsque tu vas dans une galerie d'art et toi, t'y connais rien, mais autour de toi, il y a plein de critiques d'art qui te snobent parce que t'y connais rien. Et donc tu sens que tu n'es pas à ta place. Tu n'as pas en fait le bon goût, si tu veux. Et Bourdieu a beaucoup travaillé sur l'école pour montrer comment la violence symbolique opère. L'école sert à légitimer une culture par rapport à une autre. Ce qui fait en fait que ceux qui ont déjà la culture que l'école veut mettre en valeur vont mieux réussir dans la vie que les enfants qui n'ont pas cette culture en dehors de l'école. Les enfants d'ouvriers restent les ouvriers, tandis que les enfants de cadres restent des cadres, parce que ces derniers, en sortant de l'école, ils sont dans un environnement qui continue à leur donner la culture de l'école. L'école veut que tu apprennes Baudelaire et les comédies de Molière, et ça tombe bien, tes parents ont une bibliothèque, ils t'emmènent voir des pièces de théâtre, etc. Donc ici, en fait, le fils de l'ouvrier est dominé par le fils du cadre,
et va finir par intérioriser ces discriminations. Écouter du rap devient un marqueur social, celui du dominé, celui qui est dans une classe économique inférieure. Et il ne peut en sortir qu'en adoptant les codes des classes dominantes, ce qui est encore plus difficile. Donc cette domination culturelle ne se limite pas qu'à la classe, mais également au genre et au sexe. Un des livres de Bourdieu, c'est la domination masculine, où il montre à travers la culture comment les femmes finissent par intérioriser des stéréotypes misogynes. Bourdieu il soutient que les structures d'oppression obligent à la fois les hommes et les femmes à intérioriser un habitus, un ensemble de règles de conduite. La façon dont on doit parler, la façon dont on doit s'habiller, comment est-ce qu'on doit réagir à la colère du mari, par exemple. Et tous ces aspects font partie d'un habitus qui place les femmes sous la domination masculine. Et donc, elles vont par eux-mêmes choisir des positions inférieures parce qu'elles vont se dire qu'elles n'ont rien à faire dans les postes privilégiés. En conséquence, en fait, les femmes se retrouvent toujours à occuper les emplois les plus dispensables, pas les plus dangereux, parce que ceux-là, ils sont occupés par les hommes, mais les emplois considérés comme précaires, les premiers à disparaître avec l'arrivée de nouvelles technologies, par exemple. C'est également des emplois similaires à ceux qu'elles effectuent à la maison, c'est-à-dire le travail domestique. Vous pouvez donc deviner que ces emplois ne sont pas les plus valorisés dans l'hiérarchie de l'entreprise ou dans tout autre lieu de travail. C'est un peu comme le fameux dicton, derrière chaque grand homme il y a une femme, mais c'est un dicton qui n'a jamais servi les femmes. En réalité, cela revient à dire que les femmes existent pour la grandeur de l'homme, en fait. On le voit dans les films où une jeune, ou une femme plutôt, ajuste en fait le nœud papillon de son mari avant qu'il monte sur scène pour prononcer un discours. Il est nerveux, désorganisé, mais elle le calme, elle le rassure, elle le soutient. Genre c'est mignon et attendrissant, certes, mais la valeur de la femme en fait repose uniquement sur sa capacité à gérer ces petites choses pour le succès de son mari. Son habitus sert en fait à l'habitus de quelqu'un d'autre situé au-dessus d'elle dans l'hiérarchie sociale. Le job de réceptionniste, par exemple, sera souvent tenu par une femme parce qu'elle a l'habitus qui correspond le mieux aux compétences requises pour le poste. Et les plus accueillantes et chaleureuses, ce qui la place dans une situation qui est très similaire à la femme dans la maison. Son job, c'est de placer le client et le patron dans le même état que le mari dans le film. Ils se sentent en fait confiants grâce à une meuf qui sait gérer la maison et donc du coup qui est accueillante, qui leur montre en fait que ici c'est un espace où on accueille, que lui il peut faire ce qu'il veut et tout ça. Lorsque vous invitez en fait des gens chez vous par exemple, ce sont les femmes qui courent à la cuisine pour apporter les boissons et des collations, etc. Elles semblent presque naturellement douées pour l'hospitalité. Et encore une fois, cela peut être une question de gentillesse et de respect, mais si vous sentez que le fait de le faire ou de refuser de le faire peut déterminer comment les autres vont vous traiter et vont vous juger, c'est un habitus. Si les femmes sont confinées à des emplois dispensables et qu'on leur dit que c'est parce que c'est dans la nature d'occuper, parce qu'en fait c'est dans leur nature d'occuper ces postes les plus vulnérables, cela ne fait qu'en renforcer la dépendance. Prenons l'exemple des emplois publics. Dans les hôpitaux et dans l'éducation, la majorité des postes sont occupés par des femmes, comme les infirmières et les enseignantes. Comme vous le savez, ce sont les premiers secteurs ciblés par la privatisation. Lorsque cela arrive, la majorité des emplois, étant des femmes, se retrouvent au chômage et ils ont plus de mal en fait que les hommes à être recrutés par le secteur privé. Et si elles obtiennent un emploi, il vient souvent avec des inégalités en termes de fiches de paye comparées aux revenus des hommes. Et ainsi en fait perdre le secteur public, en plus de perdre les programmes de santé qui bénéficient principalement aux femmes, ça obligerait celles-ci à chercher des emplois dans le secteur privé, qui bien sûr n'est pas très enclin à financer la sécu et les paiera moins que les hommes. Les femmes en fait devront donc dépendre des hommes pour pouvoir mener une vie décente. Et puisque le marché du travail reproduit les mêmes structures familiales que celles des sociétés patriarcales, qu'il s'agisse en fait des tribus algériennes ou de l'Angleterre bourgeoise du XXe siècle, qui sont d'ailleurs les deux principaux centres d'intérêt de Bourdieu dans le livre. On peut en fait s'attendre à ce que les hommes occupant des postes élevés adoptent le même type de comportement que l'on trouve à la maison, chez un mari, le père ou le frère, quoi. Et donc cela cristallise davantage la domination des hommes sur les femmes, en veillant à ce que les femmes restent dépendantes des hommes qui offrent leur protection. On arrive carrément à la sacralisation de la famille, pour perpétuer son organisation dans tous les aspects contrôlés et valorisés de la société. Et ainsi, par l'effet de la répétition de l'habitus, les femmes finissent par croire que c'est ainsi que les choses sont. C'est à cause de leur propre nature, de leur biologie, qu'elles sont inférieures et doivent s'y conformer.
Nous voyons ainsi comment certains habitus doivent se conformer à d'autres qui sont plus dominants. Bref, l'habitus en fait des hommes va les laisser occuper les postes les plus privilégiés, les plus prestigieux, les plus importants, parce qu'ils exercent cette violence symbolique sur les femmes. C'est eux en fait qui détiennent les compétences et les codes requis pour faire fonctionner une entreprise. C'est eux qui sont les plus adaptés à prendre des décisions que les femmes, etc. Le fait qu'elles doivent en fait adopter des codes de masculinité pour être acceptées dans la société masculine, c'est une forme de domination. Ce n'est pas qu'une femme ne peut pas faire fonctionner une entreprise, elle n'a juste pas le capital culturel pour le faire. Et en plus, ce capital est relié à plusieurs préjugés biologiques et culturels qui font que c'est encore plus difficile de l'avoir quand tu es une femme. En gros, en fait, la violence symbolique, elle envahit les pensées et les attitudes, elle contribue à faire croire aux dominants qu'ils méritent d'être à leur place au sommet de la hiérarchie en raison de leur culture, de leur talent, de leurs connaissances et de leur capacité d'entreprendre, et aux dominés qu'ils sont eux aussi exactement à leur place tout en bas de l'échelle sociale en raison de leur ignorance, de leur incompétence et de leur façon défectueuse de parler, de s'habiller ou de bouger. Donc ici, en fait, la domination ne se fait pas comme le pense Weber, parce qu'il y a des intérêts rationnels en jeu. Weber pense que les gens, quand ils sont dominés, c'est parce qu'ils ont fait en fait des jugements lucides et que c'est vraiment dans leur intérêt d'occuper les places les plus basses dans l'hiérarchie et que donc il n'y a pas de manipulation. Des dominations comme la domination masculine, par contre, montrent que non. Les positions que les femmes occupent, c'est pas en fait dû à un jugement lucide de leur part ou parce que ça correspond à leur intérêt profond. Si elles sont dans ces positions, c'est parce qu'il y a une violence symbolique qui s'exerce sur elles et qui cherche à les amener, indépendamment de leur jugement lucide ou de leurs intérêts, à voir leur position dans l'hiérarchie comme naturelle et donc légitime. La violence symbolique, elle naturalise les rapports de force. Au lieu de se dire que ce n'est pas naturel que systématiquement les femmes occupent ces positions inférieures, on finit par se dire que c'est naturel. Citation, « Ils seraient simplement subjugués par cette violence symbolique diffuse qui finirait par leur faire croire que l'ordre arbitraire et injuste dont ils sont les victimes est un ordre naturel et légitime. » Alors ici, Augier ne fait que donner des réponses alternatives à celles de Weber. Hein. Il ne dit pas que c'est telle ou telle réponse qui est la bonne. Et de toute façon, toutes les réponses en fait sont critiquables. Le livre de Bourdieu d'ailleurs hein, n'est pas loin des controverses. Certains et certaines vont même jusqu'à dire que Bourdieu, en fait, avec la domination masculine, il a un peu fait de la merde, qui est lui-même un produit de la domination masculine parce qu'il présente les femmes comme des agents passifs dans la domination d'un côté, et de l'autre, il passe complètement de côté les violences physiques et sexuelles. En fait, dire que la domination se fait parce que les dominés ont rationnellement choisi ça, ou dire que les dominés sont presque inconscients de ce qui leur arrive, dans les deux cas, on passe un peu à côté de l'énigme de la domination. Ce que la violence symbolique semble dire, c'est que les dominés, s'ils choisissent de rester dans les positions de dominés, c'est parce qu'ils sont manipulés au point où ils ne reconnaissent plus c'est quoi leur intérêt. Donc une réponse dit que c'est parce que c'est vraiment dans leur intérêt d'être dominés, une autre dit qu'ils ignorent ce qui est dans leur intérêt et donc du coup ils sont manipulés, c'est pour ça qu'ils sont dominés. Ils prennent leur domination comme allant de soi, quoi. Et le souci de cette théorie, c'est qu'elle est encore plus dégradante pour le dominé parce que ça le présente en fait comme ça le présente presque comme un teubé en fait. Cette dernière explication tend à présenter les dominés comme des personnes aliénées, dépourvues de jugement personnel, ayant perdu toute estime de soi et rendues aveugles ou étrangères à leurs propres intérêts par un système abstrait et impersonnel qui fonctionne entièrement à leur désavantage. Et donc ça, éventuellement, ça va susciter des critiques. Et effectivement, il y en a eu beaucoup. Hein. Augier ne mentionne pas toutes les critiques que le livre de Bourdieu a suscité, mais il y en a. Il y a notamment plusieurs critiques féministes du livre de Bourdieu. Augier ne les mentionne pas, ce qui est dommage, mais il y a par exemple Rosemarie Lagrave, Nicole Claude Mathieu, Marie-Victoire Louis et Marie Durubella. Je les mettrai dans la description, les sources en fait des critiques, hein, parce que Bourdieu... Il a bien merdé en fait avec ce livre. Déjà, niveau méthodologique, il y a des problèmes. Dans les anciens ouvrages, il était plus rigoureux dans ses sources et sa démarche, mais dans celui-là, il se contente juste de juxtaposer la situation sociale
de femmes bourgeoises britanniques du XXe siècle à partir d'un roman de Virginia Woolf sur les femmes kabyles et prétendre tirer en fait des conclusions pertinentes. Même la juxtaposition qu'il faut, c'est à partir en fait c'est à partir d'un cas d'un roman et il plaque ça sur les femmes kabyles. Donc pour un travail de sociologue et de Bourdieu en plus, ça paraît pas très sérieux. Et en plus, ce qui est encore plus problématique, c'est que Bourdieu se lance dans la domination masculine en utilisant des outils et des concepts à lui qui risquent de confondre en fait les formes de domination. Bourdieu semble croire que la domination masculine fonctionne comme la domination culturelle, par violence symbolique. Alors bien sûr, la domination de genre présente des similitudes avec la domination de classe ou culturelle, mais elles s'en distinguent, notamment par le fait qu'elle est vécue de manière beaucoup plus directe et concrète que la domination de classe, parce que dans ce dernier cas, les opprimés ne vivent pas avec leurs oppresseurs. Par conséquent, la domination de cette situation est plus symbolique que physique. La domination de genre fonctionne principalement non pas à travers des appareils d'État ou l'éducation nationale, mais à travers le contact physique et la proximité entre les deux genres. Certes, une grande partie de cette domination peut être considérée comme mentale, psychologique ou symbolique, dans le sens où une femme peut avoir une perception erronée de ses intérêts à elle, perception qui peut être alimentée par l'éducation, la culture. Cependant, ce qui importe davantage dans la domination de genre, c'est la peur réelle qu'une personne puisse vous frapper ou vous abuser verbalement, émotionnellement ou physiquement. De plus, les conditions économiques dans lesquelles vous vivez peuvent, de manière physique, vous rendre incapable de résister à cette domination. Bourdieu, lui, en fait, reprocherait aux féministes, il leur laissait, en fait, il leur faisait carrément la leçon, en fait. Il leur reprochait d'être trop focalisés sur ce qui se passe dans la sphère domestique au lieu de s'intéresser aux institutions étatiques et culturelles qui diffusent la violence symbolique et les habitudes qui maintiennent les femmes sous domination. Mais Claude Mathieu, par exemple, et toutes les autres que j'ai citées tout à l'heure, disent qu'il faut surtout se focaliser sur la sphère domestique parce que c'est là où il y a les violences physiques. C'est très ironique parce que Bourdieu semble être aveugle au fait qu'il perpétuait lui-même la domination masculine qu'il critiquait. Il est lui-même en fait victime de l'auto-hypnotisme de la domination masculine. D'où l'ironie du titre de la critique de Claude Mathieu, Bourdieu ou le pouvoir auto-hypnotique de la domination masculine. C'est ça le titre de sa critique. Parce que le pouvoir auto-hypnotique de la domination, ça vient du roman de Woolf. Et Bourdieu l'utilisait pour illustrer comment la domination vous hypnotise, vous lave presque le cerveau, mais lui-même est aussi une victime de cette domination masculine parce qu'il l'a reproduit en écrivant ce livre. Il a même omis l'élément le plus important que personne ne peut omettre lorsqu'il s'agit de parler de la domination de genre, c'est quelque chose qui ne peut pas être écarté des relations de genre, c'est le viol. Pour un livre qui s'intitule « La domination masculine », comme le souligne Claude Mathieu, le titre peut induire en erreur. Il n'aborde pas l'un des sujets les plus importants de l'oppression de genre, ce qui est problématique. Car avec un tel livre, on s'attend à ce que certains thèmes ne soient pas ignorés, n'est-ce pas? On ne peut pas parler de domination de genre sans mentionner le viol. Et pourtant, l'analyse de Bourdieu ne se concentre pas sur la dimension sexuelle de la domination masculine. Il dit qu'elle hypnotise les femmes, mais elle ne voit pas que lui, en omettant toute la dimension en fait, de violence physique et sexuelle, il ne voit pas qu'il est lui-même hypnotisé par cette domination et qu'il la reproduit. Donc, Marie-Victoire Louis, par exemple, va même jusqu'à dire que le gars n'a même pas compris la perspective de Woolf dans le roman. Le roman, en fait, c'est To the Lighthouse, donc je crois que ça s'appelle... j'ai oublié comment ça s'appelle en français, mais en tout cas, le titre c'est To the Lighthouse. En fait, là où Bourdieu dit que Woolf décrit la même situation que celle des femmes paysannes algériennes, qui reproduisent en fait toutes inconsciemment leur domination, lui, elle soutient, donc Marie-Victoire Louis, elle soutient qu'il n'y a pas compris les personnages du roman. Le roman de Woolf visait précisément à mettre en lumière la prise de conscience de l'oppression de ces personnages et leur indépendance d'esprit malgré les oppressions sociales du patriarcat. Ce qui signifie qu'elles résistent et se révoltent tout le temps, et donc elles ne consentent pas à leur oppression à cause d'une domination inconsciente. Personne ne supposerait que nous ne résistons pas à l'État parce que nous sommes manipulés, mais parce que nous savons que l'État est armé et il a la police avec lui, et que par conséquent, la plupart de la résistance ne se fera pas par un soulèvement, mais par d'autres moyens.
Si vous manquez des moyens en fait pour renverser le roi, cela ne signifie pas que vous ne résistez pas à son pouvoir, que vous n'avez pas en fait d'indépendance d'esprit ou que vous consentez à son autorité. Voilà, enfin, ça c'était les critiques principales quoi, contre le livre de Bourdieu. Je vous mettrai en fait les sources dans la description, hein, puisqu'ils ne sont pas donnés par Augien. Et donc du coup, la seule critique en fait qu'il mentionne dans un livre, dans une note de bas de page, pardon, c'est celle de Luc Boltanski dans son ouvrage de la critique précise de sociologie de l'émancipation. Donc Boltanski critique la sociologie de Bourdieu dans ce livre et tente de proposer une autre qui serait plus pragmatique et émancipatrice. Pour lui, en fait, avoir des notions comme violence symbolique pour parler de la domination, une notion aussi diffuse que la violence symbolique, ben, fait qu'on va parler de gens qu'on juge ignorants de leur propre domination. Ce qui veut dire que ce n'est pas eux qui doivent s'émanciper, parce qu'ils n'ont aucune conscience de leurs conditions. Il faut que leur émancipation se fait par d'autres personnes plus éclairées et qui eux, en fait, connaîtraient les intérêts réels des dominés, hein, voilà, enfin, des sociologues qui vont être les nouveaux philosophes rois à la Platon, quoi. Encore une fois, ça peut s'entendre dans certains cas, mais on ne peut pas généraliser. On peut vivre comme dominé tout en sachant que c'est contre notre intérêt sans qu'on soit manipulé. Le cas de la violence physique, par exemple, le démontre. C'est juste en fait que la plupart des théories de la domination disent que la violence physique, toute seule, ne peut pas maintenir une domination pendant trop longtemps ou sur un groupe beaucoup plus grand que le groupe qui domine. Donc il faut expliquer la domination par autre chose que la violence physique. Mais en fait, ceci n'a pas tant d'importance de répondre à l'énigme. Pourquoi un groupe de personnes groupe de quelques personnes arrive à dominer un plus grand? Ce qui compte, c'est est-ce que la domination peut être justifiée ou non moralement? Si on dit que non, peu importe comment les dominants arrivent à dominer les dominés, ce qui compte, c'est qu'ils cessent de le faire. Donc ce qui compte selon Augien, c'est que notre définition de la domination comporte cet élément évaluatif, que la domination est moralement inacceptable, et on va voir pourquoi la prochaine fois avec la domination selon Philippe Petit. Voilà, on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc à partir de la semaine prochaine, on va parler de la domination selon Philippe Petit, précisément. Et voilà, enfin surtout en fait cette liberté comme non-domination. On avait dit que c'est surtout ça que va viser Augien dans ce chapitre. Et puis dans la vidéo d'encore après, on va voir en fait les problèmes de la liberté comme non-domination, parce qu'Augien en fait il va amener quelques changements, quelques amendements, parce qu'il va manquer en fait un élément très important dans la liberté comme non-domination. Et voilà, avec les deux prochaines vidéos, on aura terminé le troisième chapitre, et comme ça on pourrait passer au prochain, qui est tout aussi important et excitant. Bref, voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé ça intéressant. Et comme d'hab, abonnez-vous, le petit pouce bleu, le petit commentaire, ça fait plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine.